Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Romain Gambier. On dit parfois que l'amour rend aveugle. Dans l'affaire que je vous propose aujourd'hui, l'amour a conduit vers la mort un jeune garçon pourtant bien tranquille. Ce garçon, c'est Romain. Il a 19 ans, il habite dans un petit village du Nord, gentil, serviable, il enchaîne les petits boulots pour gagner sa vie. Le reste du temps, il le passe avec sa bande de copains. Enfin, presque, parce que depuis quelques mois, il est amoureux. Elle s'appelle Mélinda et ils ne se quittent plus. Mais le soir du 12 juillet 2016, alors qu'ils passent la soirée ensemble, Romain disparaît après un coup de téléphone. Plus personne ne reverra le garçon vivant. Alors que s'est-il passé ? Dans quel piège Romain est-il tombé ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques criminelles. Début de l'été 2016, en pleine nuit, dans un village du nord de la France. Un jeune homme attend sur le bord d'une route isolée. Une voiture s'arrête et le conducteur l'invite à monter à bord. Lorsque le véhicule démarre, le passager est loin de se douter de ce qu'il attend. Car un autre individu, muni d'une arme blanche, s'est dissimulé à l'arrière. C'est le premier acte d'un guet-apens sanglant dont le mobile réservera bien des surprises aux enquêteurs. L'histoire commence quelques mois auparavant, au cœur du Pas-de-Calais. Campagne-les-Édins est une petite commune d'à peine 2000 habitants. On est vraiment dans la campagne, c'est vraiment un petit village. Franck Châtelain, avocat de la défense. C'est du rural, du pur rural. Les principales activités sont liées à l'agriculture. Virginie Selvetti, journaliste. On exploite la betterave, les pommes de terre, les endives, des champs à perte de vue. C'est ici que Romain Gambier a grandi. Le jeune homme, âgé de 19 ans, vit avec sa grand-mère, Fernande, dans un petit pavillon. Il est issu d'une fratrie de 3 enfants, donc son grand frère et une demi-sœur. Ses parents ont divorcé quand il avait 3 ans et il s'est installé chez sa grand-mère à l'âge de 10 ans. Tout le monde a la même description de Romain. Raphaël Tachon, avocat des parties civiles. Un garçon profondément gentil, serviable. Malgré la séparation de ses parents, Romain Gambier est très entouré, car toute cette grande famille recomposée habite dans les environs. Romain est un garçon très attaché à sa famille, que ce soit du côté paternel ou maternel. C'est pas parce que ses parents sont séparés qu'il ne va pas voir sa mère et sa petite sœur. Audrey Lesage, avocat des parties civiles. Il a énormément de contacts avec sa famille. Romain, pour lui, la famille, c'est tout. Et au sein de cette tribu, Romain Gambier est particulièrement proche de sa mère, Laurence, et de Laura, sa petite sœur. On était bien soudés. Avec ses frères, sa sœur, ils s'attendaient bien. Laurence Dubotz, mère de Romain. Des fois, on avait des petites coups de gueule, c'est tout à fait normal, parce qu'une famille recomposée, des fois, c'est pas tout à fait évident. Mais après, non, ça se passait très, très, très bien. Romain, c'était mon confident, c'était ma moitié. C'était un grand frère en or. Laura Dubotz, sœur de Romain. Il était toujours là pour moi, il me disait toujours si ça va pas, tu me le dis. Essayez toujours de faire en sorte que je sois toujours heureuse. Dans le village aussi, Romain Gambier fait l'unanimité. Un garçon à la fois joyeux, attachant et très dévoué.
Il aimait bien donner des coups de main. C'est lui qui venait tondre la pelouse. Il allait chez la personne âgée faire ses haies, tondre sa pelouse. Il aimait s'occuper aussi du jardin de sa mamie. Sa mamie, elle faisait un jardin. Bon, il aimait planter pommes de terre, semer ce qu'il y avait à semer. Des fois, on le voyait plus. Il était de planter les pommes de terre. Manutentionnaire, saisonnier agricole, à 19 ans, Romain enchaîne les petits boulots. Le reste du temps, il le passe avec sa bande de copains qu'il retrouve lors de soirées mémorables, comme ici, sur cette vidéo où il est vêtu de blanc. Il aimait bien aussi amuser la galerie, comme on peut dire. Oui. Quand il me racontait ses soirées avec ses copains, on voyait qu'il avait passé une bonne soirée, qu'il était content. Il adorait rigoler, il était jamais triste. Il voulait qu'à chaque fois, il y ait de la bonne humeur. Ainsi s'écoule le quotidien heureux de Romain Gambier, jusqu'à ce jour fatidique du 12 juillet 2016. C'est le début de l'été à Campagne-les-Édins. Comme chaque soir, Romain s'apprête à quitter la maison de sa grand-mère. Direction le centre du village. Romain Gambier a ses petites habitudes. Il rejoint très souvent ses copains le soir pour boire une bière, fumer quelques cigarettes. Donc vers 19h, 19h30, il s'en va avec sa sacoche et son téléphone. Il prévient sa grand-mère, Fernande, qu'il ne rentrera pas très tard, enfin comme toujours. Fernande ne le sait pas encore, mais son existence tout entière s'apprête à basculer. Car lorsqu'elle se réveille à 4 heures cette nuit-là, la grand-mère constate que son petit-fils n'est toujours pas rentré. Fernande se lève et voit que Romain n'est pas là. Donc elle est particulièrement étonnée parce qu'il n'a pas l'habitude de découcher. La grand-mère ne peut fermer l'œil de la nuit. Elle guette la porte jusqu'au matin dans l'espoir de voir Romain arriver. Les heures passent, elle n'a toujours pas de nouvelles de Romain. On arrive au petit matin, il n'est toujours pas rentré. L'inquiétude commence à grandir. Voilà qui n'est pas du tout dans les habitudes de Romain. Et quand elle tente de le joindre, son portable bascule directement sur la messagerie. Il ne répond pas. Aucune nouvelle. Et ça aussi, c'est anormal. Fabrice Leviel, journaliste à La Voix du Nord. C'est un bon gamin, il veut pas que sa grand-mère s'inquiète. Et là, rien. Silence complet. Romain est injoignable. Elle sent qu'il s'est peut-être passé quelque chose. Alors, Fernande se résout à appeler le reste de la famille. Mais personne ne sait où est Romain. Pas même Laurence, sa mère, ou Nicolas, son beau-père. Moi, personnellement, j'ai dit, il est parti voir des copains. Ça peut arriver, hein, pendant 2-3 jours, on va voir un copain. Hein. Nicolas Dubotz, beau-père de Romain. Ça peut arriver comme tout le monde, comme tout jeune. Hein. Ça m'est arrivé. La maman, le beau-père de Romain ne sont pas inquiets dans un tout premier temps parce qu'ils l'ont vu le 12. Il était normal, il était comme d'habitude, il était souriant, tout, non. Je l'ai pas trouvé. Je l'aurais trouvé changé, je l'aurais vu quand même, ça se sent quand même. Non, il était bien. Mais pour sa sœur, Laura, un tel silence ne lui ressemble pas. J'ai dit à maman, c'est bizarre, je dis, c'est pas normal. Pourquoi il me parle plus? Pourquoi j'ai plus de messages? Il serait jamais parti comme ça sans nous donner de nouvelles, quoi. Tellement qu'on était important pour lui, tout ça, que c'était normal. Il devait envoyer un message pour nous dire où il était, ce qu'il faisait, s'il rentrait ou pas ce soir. Alors les questions se bousculent. Pourquoi Romain n'est-il pas rentré de la nuit? Aurait-il été victime d'un malaise ou même d'un accident?
La famille se mobilise et se dit, bon bah voilà, on va essayer de voir où peut être Romain. Et il cherche auprès des amis de Romain. Où est-ce qu'il est? On ne sait pas où est-ce qu'il est aussi. Même tous les jours, on appelait, on cherchait où est-ce qu'il pouvait être. On va dire chercher dans les rues, où est-ce qu'il pourrait se trouver. Voilà. En vain. À Campagne-les-Édins et dans ses alentours, pas le moindre signe du jeune homme. Romain Gambier s'est tout simplement volatilisé. Le 15 juillet 2016, en désespoir de cause, sa grand-mère Fernande se présente à la gendarmerie locale. Elle explique aux gendarmes que cette disparition l'inquiète. Virginie Selvetti, journaliste. Puisque Romain est un jeune homme aimé de tous et qu'il n'a aucune raison de disparaître. Tout de suite, les autorités prennent cette affaire au sérieux. L'adjudant-chef Vincent Rochel est désigné pour coordonner l'enquête. Et aussitôt, il s'interroge. On se rend compte par cette audition que Romain, c'est quelqu'un qui n'est pas aventureux. Vincent Rochel, adjudant-chef à la section de recherche de Lille. On n'a pas d'antécédent de départ sans aucune explication. Et ça conforte le fait que cette disparition soit inquiétante. Selon ses proches, Romain n'est pas du genre à partir comme ça sur un coup de tête sans prévenir personne. Même si, par le passé, le jeune homme a pu faire quelques écarts. Romain est un garçon très influençable et il a côtoyé des gens qui trempaient dans le milieu des stupéfiants. Audrey Lesage, avocat des parties civiles. C'est un petit village, donc forcément, si ses copains font influençable comme il est, il fait. Donc il a voulu essayer. Mais face aux gendarmes, la famille est catégorique. Romain a définitivement tourné le dos à ses mauvaises habitudes. Sa famille, qui est très à l'écoute et qui a pu voir que son comportement changeait, a pris les rênes tout de suite. On s'en est aperçu. Après, Romain, il a eu un traitement, tout ça. Il a été soigné, tout. Laurence Dubotz, mère de Romain. Puis après, il n'en prenait plus du tout. Il a été soigné, et puis correctement, quoi. À ce stade de l'enquête, la piste des stupéfiants semble donc mener à une impasse. D'autant que, depuis quelque temps, Romain avait tout autre chose en tête. Il était tombé fou amoureux d'une certaine Mélinda, et il ne pensait qu'à elle. Selon ses proches, il avait renoué avec cette amie d'enfance très récemment. Il avait les petits papillons dans le ventre et son esprit est complètement occupé par Mélinda, son amoureuse. La jeune femme qu'il aime depuis qu'il est tout petit et qui est redevenue sa petite amie il y a 2 semaines. C'est vraiment un amour qui naît, quoi, la conclusion de quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps. C'était l'amour de sa vie, quoi. Comme lui, Mélinda a 19 ans. Et elle aussi habite Campagne-les-Édins depuis l'enfance. C'est une jeune femme blonde, jolie. Philippe Jeannot, avocat de la défense. Franchement, oui, jolie et qui paraît également agréable. Mélinda plaît largement, certainement. Et Romain est effectivement très content d'être le petit ami de Mélinda. S'il était si heureux dans la vie, il n'avait aucune raison de disparaître volontairement. Bien au contraire. Romain, il va bien. Il vient de conquérir la fille sur laquelle il avait des vues depuis des années. Il était en phase ascendante là, à ce moment-là. Il a trouvé l'amour, donc il n'a pas de difficultés particulières. Raphaël Tachon, avocat des parties civiles. Et rien ne pouvait laisser supposer cette disparition. Mais alors,
Comment expliquer ce silence? S'agit-il d'un accident, d'un enlèvement ou de quelque chose de plus grave encore? Pour les gendarmes, tous les scénarios sont possibles. Cela fait maintenant 4 jours que Romain Gambier a disparu. Pour tenter de trouver de nouvelles pistes, les enquêteurs diffusent un avis de recherche sur les réseaux sociaux et dans tout le département, sans résultat. Alors sans tarder, ils convoquent la jeune Mélinda pour l'interroger. Peut-être en saura-t-elle plus sur la mystérieuse disparition de son petit ami. Elle leur explique que oui, elle connaît Romain depuis toujours, que ça fait 2 semaines qu'ils sont à nouveau ensemble. Et surtout, elle dit aux gendarmes que ce soir-là, Romain était chez elle. Romain est arrivé vers 20h, puisqu'il avait l'habitude de se rendre chez Mélinda régulièrement le soir. Ces 2 amoureux qui se rencontrent dans le jardin de la copine. Fabrice Leviel, journaliste à La Voix du Nord. Et ils se parlent, sans doute qu'ils s'embrassent, qu'ils flirtent. Soirée tout à fait agréable pour les deux, quoi. Cette fameuse soirée, Mélinda s'en souvient très bien. Elle raconte que tout était normal, du moins jusqu'à 21h30. Tout se passe bien jusqu'à ce que Romain reçoive un SMS puis un appel. Mélinda constatait que Romain s'éloignait pour répondre à ses appels, ce qui l'a un petit peu surprise. Il indique à Mélinda que c'est son frère qui veut lui parler. Et finalement, il partira sur les coups de 21h30, 22h en expliquant qu'il a quelque chose à faire avec son frère. Pourquoi le jeune homme a-t-il quitté si brusquement sa petite amie? Et de quoi ont-ils parlé avec son frère? Mélinda n'en sait rien. Alors pour en avoir le cœur net, les gendarmes contactent le frère directement, qui leur révèle qu'il n'a jamais passé de coup de fil à Romain ce soir-là. C'est le premier coup de théâtre de cette mystérieuse disparition. Pourquoi le jeune homme a-t-il menti à Mélinda? Les enquêteurs sont de plus en plus intrigués. À la gendarmerie, l'audition de Mélinda continue. Et la jeune femme livre alors une nouvelle information qui pourrait tout changer. Une heure après que Romain soit parti, 1 heure et demie, elle reçoit des messages sur son téléphone en provenance du téléphone de Romain. Elle a reçu à 22h30 un SMS de Romain disant « Je t'aime, mais je me fais tuer ». Vincent Rochel et ses hommes n'en reviennent pas. Où Romain se trouvait-il lorsqu'il a envoyé ce bref message? Et surtout, avec qui? L'enquête prend alors une toute autre dimension. Ce genre de texto, forcément, va nous interpeller. Vincent Rochel, adjudant-chef à la section de recherche de Lille. Cela nous permet de penser que nous ne sommes pas sur une simple disparition inquiétante. C'est une pièce première qui met les enquêteurs sur une possibilité d'un véritable acte criminel. On se dit, Romain a-t-il été enlevé? Peut-être est-il séquestré? Virginie Selvetti, journaliste. En tout cas, pour les enquêteurs, tout cela ne sent pas bon du tout. Dès lors, le scénario d'un kidnapping commence à se dessiner. Une piste confirmée par les investigations lancées sur la ligne téléphonique de Romain. Il apparaît que son téléphone est coupé dès la nuit du 12 au 13 et qu'il n'est pas rallumé depuis. Donc il n'y a aucun moyen de géolocaliser le téléphone. Le téléphone de Romain s'est arrêté à 23h39 le 12 juillet. Après, plus de son, plus d'image, plus rien. Pour quelle raison Romain a-t-il envoyé un tel message à Mélinda? Et pourquoi son portable cesse-t-il brutalement d'émettre en pleine nuit? Une enquête qui réserve encore bien des surprises à la gendarmerie. En attendant, pour les proches de Romain,
l'incertitude vire au cauchemar. Je pensais qu'il aurait parti 3-4 jours, il serait revenu. Laurence Dubotz, mère de Romain. C'est pas normal qu'il donne pas de nouvelles, il y a quelque chose derrière quand même. Ça m'a fait un gros choc et je me suis posé plein de questions dans ma tête. Enfin, je me suis demandé où il était et ce qu'il faisait. Laura Dubotz, sœur de Romain. Ça me rendait triste en fait. Parce que pas avoir de nouvelles de son frère comme ça. Bah oui, on dit est-ce qu'il est arrivé quelque chose? Patati, on est inquiet. Nicolas Dubotz, beau-père de Romain. Pas de nouvelles, rien. On cherchait des réponses, mais où les trouver? C'est dur, hein. Les gendarmes aussi sont dans l'impasse. Les recherches ne donnent rien et l'enquête fait du surplace. Mais 5 jours après la disparition de Romain, tout s'accélère enfin. 17 juillet 2016. Faute d'éléments, les enquêteurs décident d'auditionner à nouveau Mélinda. La jeune femme connaît très bien Romain et elle ne leur a peut-être pas tout dit. C'est là qu'elle leur fait une autre révélation fracassante. Et là, Mélinda, elle sort de nouvelles informations. Des informations qu'elle tient de son ex-compagnon, il s'appelle Alan Crépel. Alan connaît Romain. Ils se sont déjà croisés à des fêtes, à des soirées. Ils se sont vus plusieurs fois. Ils ne sont pas copains, pas proches, mais ils se connaissent. Alan Crépel a 24 ans et il habite un village voisin. D'après Mélinda, son ex aurait vu Romain, et pas n'importe quand, le soir même de sa disparition. L'homme est aussitôt convoqué comme témoin, et le récit qu'il fait de cette rencontre a tout pour intriguer les enquêteurs. Il raconte en effet que ce soir-là, il a été réveillé par Romain Gambier. Celui-ci, dit-il, était accompagné de plusieurs individus. Il devait être vers les 3h ou 4h du matin. Ils sont venus tous à bord d'une 106 blanche, dans sa rue, pour, selon ses termes, foutre le bordel. Il aurait fait du tapage, beaucoup de bruit, des dérapages contrôlés en activant le frein à main, et que ça l'a réveillé en plein milieu de la nuit. Et ce n'est pas tout. Les jeunes avec qui se trouvait Romain, explique encore Alan Crépel, serait un groupe de trafiquants notoires venus de Lille. Il nous explique qu'il est venu pour l'insulter, voilà, pour le provoquer. Romain aurait même crié « Ce sera bientôt ton tour ». Le soir de sa disparition, Romain aurait donc proféré des menaces à l'encontre d'Alan Crépel. Mais c'est surtout le groupe avec qui il était qui intéresse les gendarmes. Des jeunes au profil plutôt inquiétant. Pourrait-il être impliqué dans son enlèvement? Alan Crépel, donc, dit que Romain a disparu. Fabrice Leviel, journaliste à La Voix du Nord. Parce qu'il a été enlevé par, dit-il, ce gang de Lillois. Et à partir de là, pour les gendarmes, Romain peut être détenu, séquestré, ou en tout cas, il y a un lien avec un trafic de drogue. Cette bande de trafiquants lillois s'en serait-elle prise à Romain Gambier? Le jeune homme pourrait-il être séquestré quelque part dans la région? Le mystère de la disparition de Romain ne fait que s'épaissir. Une semaine a passé, et parmi les habitants de Campagne-les-Édins, cette fameuse piste lilloise alimente toutes les conversations. Cette histoire se propage à une vitesse grand V. Tout le monde en parle, au café du coin on en parle. Tous les copains de Romain sont au courant. Tout le monde est persuadé que Romain est parti. Philippe Janot, avocat de la défense.
avec des personnes qu'on ne connaît pas et qu'il est en danger à Lille. Pour beaucoup de villageois, l'affaire paraît entendue. Romain aurait renoué avec ses vieux démons. Et pour sa mère et sa sœur, déjà dévastées par sa disparition, l'épreuve continue. Les gens sont vraiment méchants. Avant de parler des personnes qui regardent, qui jugent avant de parler. Il ne faut pas dire à tort, bon, lui il a fait ci, lui il a fait là, il a fait ceci. Mais avant de juger les gens, il faut les connaître. Puis j'aime pas quand on parle de mon frère comme ça en fait, parce que je me suis dit, ils parlent de mon frère mais ils le connaissent pas. Alors que nous, en fait, on est dans l'attente, on n'est pas bien, on est triste, on se demande qu'est-ce qu'il fait, où il est, et on entend des trucs comme ça. Moi, ça me faisait énormément souffrir. Mais les recherches menées à Lille ne donnent rien. Aucune trace de Romain. Les gendarmes, pourtant, ne baissent pas les bras. Ils concentrent désormais tous leurs efforts sur la zone de Campagne-les-Édins et ses alentours. Nous allons effectuer des fouilles et des recherches dans les bois. Vincent Rochel, adjudant-chef à la section de recherche de Lille. Le commandant de compagnie de l'époque va demander des moyens aériens, des moyens aquatiques également pour sonder les points d'eau du secteur. Vraiment, c'est des gros moyens qui sont mis en place. C'est la preuve que du côté de la gendarmerie, on commence quand même vraiment à s'inquiéter. La campagne environnante est ratissée sans relâche par les forces de l'ordre. Les proches de Romain, eux, retiennent leur souffle. On a le cœur compressé, on dit c'est pas bon, j'espère qu'on va le retrouver vivant. Vous savez, c'est dur. Vous savez quand on y pense tout le temps, on se pose des questions quand même. C'est dur. C'était simple, je faisais plus rien. Je restais dans ma chambre, avec mon téléphone, en essayant d'attendre d'avoir un message de Romain. Laura Dubotz, sœur de Romain. Dès que j'entendais un bruit de moto, je regardais tout de suite à la fenêtre et je me suis dit, là, peut-être. Et au final, j'avais beau regarder à la fenêtre, c'était pas lui, quoi. Moi, je me disais, c'est encore un faux espoir, c'est pas lui qui revient. Mais au bout d'une semaine, c'est la douche froide. Toujours aucun signe de vie de Romain. Tandis que l'espoir s'éloigne pour ses proches, les gendarmes creusent toujours la piste du règlement de compte avec les délinquants lillois. Même s'ils ont la conviction que Romain n'a rien d'un véritable trafiquant. Même si le jeune homme avait par le passé consommé des stupéfiants, Virginie Selvetti, journaliste. Jamais, au grand jamais, il n'a trempé dans des histoires de trafic. Il n'était pas au milieu d'un réseau. Pourquoi aurait-il indifférent avec des dealers lillois de haut vol qui seraient venus le chercher pour le punir? Il y a quelque chose là, dans cette histoire, qui ne colle pas. Pour la famille de Romain, cette hypothèse ne tient pas la route non plus. Le jeune homme ne se serait jamais mis en danger volontairement. Ce n'est pas du tout dans son caractère. Et moi, mon fils, il était pas comme ça, il était plutôt timide, même pas méchant du tout. Il aurait même pas fait mal à une mouche. Laurence Dubotz, mère de Romain. C'est pas lui, vous lui aurez donné de l'âme, je sais même pas si vous l'aurez rendu. C'était pas du tout quelqu'un qui aimait se battre ou autre. S'il pouvait s'enfuir, il s'enfuyait, quoi. Ce profil de Romain ne colle pas avec sa fréquentation d'un gang lillois. Les gendarmes commencent à douter des déclarations d'Alan Crépel. Et surtout, du récit de cette fameuse nuit où Romain serait venu l'insulter sous ses fenêtres avec les Lillois à bord d'une Peugeot 106 de couleur blanche. Ce tapage dans une petite rue, de surcroît une rue en impasse, forcément va être ressenti ou va être constaté par le voisinage. Et là, nous n'avons rien au moment de l'enquête de voisinage. Cette nuit-là, personne n'a rien entendu, nuit calme. À Auchy-les-Édins, s'il y avait une voiture, moteur hurlant et faisant des dérapages au frein à main à 4h du matin, tout le monde l'aurait remarqué, quoi.
Et là, personne n'a rien vu, rien entendu, sauf Alan. La piste lilloise ne tient donc qu'aux seules déclarations d'Alan Crépel. Surtout qu'aucune trace de ces trafiquants, ni de cette 106 blanche, ne sont retrouvées malgré des investigations poussées. Pour les gendarmes, Crépel ne dit pas toute la vérité. Aurait-il en fait des choses à cacher ? Les enquêteurs, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les déclarations d'Alan Crépel. D'autant plus que celui-là, il en rajoute en fait. Il s'implique dans l'enquête. Et c'est ce qui va mettre la puce à l'oreille des enquêteurs. Raphaël Tachon, avocat des parties civiles. Alan Crépel va finalement devenir suspect. Mais qui est-il vraiment ? Les gendarmes se lancent dans une discrète enquête de personnalité. Et ils découvrent un élément capital autour de la jeune Mélinda. Elle a eu une liaison avec Alan Crépel, un homme décrit par ses proches comme facilement violent et d'une jalousie maladive. Il considère que sa compagne, c'est sa possession. Et qu'à partir de là, personne ne peut, ne serait-ce que jeter un regard sur elle. C'est mal vu, parce qu'elle lui appartient. Mélinda va raconter qu'à plusieurs reprises, il a porté la main sur elle, qu'une fois, il lui a arraché une touffe de cheveux, qu'il l'a plusieurs fois frappée. Alan Crépel a eu une relation avec Mélinda pendant 2 ans. Un mélange d'amour et de haine avec des disputes souvent violentes. Tant et si bien que la jeune femme a fini par quitter Alan pour Romain fin juin 2016. Une rupture qu'Alan n'a jamais acceptée. Romain, pour parler familièrement, lui a piqué sa petite copine. Fabrice Leviel, journaliste à La Voix du Nord. Ça, il le supportait pas. Il le vit vraiment très très mal de ne plus être avec Mélinda, incapable de contenir sa frustration. Ces derniers temps, il en parlait tout le temps, il était devenu comme fou et il n'avait qu'une envie, c'était de lui régler son compte et de le fracasser, Les gendarmes découvrent d'ailleurs que les 2 hommes en sont déjà venus aux mains. Une scène de violence racontée par Fernande, la grand-mère de Romain. C'était quelque temps avant la disparition de son petit-fils. Alan Crépel était venu chez lui en découdre au motif qu'il était trop proche de Mélinda. Ça a pris une tournure quand même assez dramatique parce que Alan Crépel avait essayé d'étrangler Romain Gambier. Audrey Lesage, avocat des parties civiles. Et donc, quand la mamie descend de l'étage, elle retrouve Romain avec les vêtements déchirés, à terre, dans un état qui démontre qu'il avait été violenté de façon sévère. Et si, à chaque fois, Alan en vient à être aussi violent avec Romain, c'est toujours parce qu'il y a une histoire de jalousie avec Mélinda. Et les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. Selon plusieurs témoins, en effet, Alan Crépel et Mélinda se sont remis en couple. Ils ont été vus ensemble, juste après que Romain ne se volatilise. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, Alan Crépel et Mélinda ont renoué. Philippe Janot, avocat de la défense. Ils ont renoué dès le 13, lors d'une fête de village. L'une des tantes a vu Mélinda avec Alan Crépel le lendemain de la disparition de Romain. Elle était avec Romain, elle se retrouve dès le lendemain avec Alan Crépel. D'ailleurs, selon les villageois présents à cette fête, Mélinda ne semblait pas se soucier le moins du monde de la disparition de Romain, alors même que toute sa famille le recherchait. Forcément, dans ces moments-là, on pense à une jalousie. Il y a eu une succession. Vincent Rochelle, adjudant-chef à la section de recherche de Lille. Mélinda a été avec Alan, elle a été ensuite avec Romain, elle est à nouveau avec Alan Crépel. La clé de la disparition de Romain est forcément dans ce triangle amoureux. En tout cas, les enquêteurs en ont l'intime conviction. Et si Alan Crépel manipulait les enquêteurs depuis le premier jour ? Sa jalousie à l'égard de Romain serait-elle la clé de cette mystérieuse disparition ?
Le profil violent d'Alan Krepel n'a rien pour rassurer les enquêteurs. C'est quelqu'un d'impulsif. Il a déjà eu par le passé des condamnations pour violence. Il ne se maîtrise pas. Dès lors qu'on lui manque de respect, ou qu'en tout cas il considère qu'on lui manque de respect, même si ce n'est pas vrai, il va tout de suite sortir de ses gonds et perdre le contrôle de lui-même et devenir extrêmement violent. Face à ses antécédents de coups et blessures, Alan Krepel aurait-il pu s'en prendre à Romain Gambier ? C'est désormais une hypothèse à creuser. Alan Krepel est tout le contraire de Romain. Il est décrit comme bagarreur, impulsif. Les gens du village n'aiment pas vraiment le croiser, en tout cas il change de trottoir quand il passe. C'est quelqu'un qui a la réputation d'avoir le sang chaud, quelqu'un à qui il faut pas chercher des noises, quoi. Un homme violent et d'une jalousie obsessionnelle. Dans la tête des enquêteurs, la piste des stupéfiants est maintenant totalement écartée. Un tout autre scénario se dessine, celui d'une rivalité amoureuse entre Romain Gambier et Alan Krepel. Mais il leur faut clarifier le rôle joué par Mélinda dans toute cette histoire. Pourquoi la jeune fille ne semble pas plus inquiète que ça de la disparition de Romain ? Virginie Selvetti, journaliste. Pourquoi s'est-elle remise en couple avec Alan Krepel alors qu'elle le décrit comme quelqu'un de très violent ? Ça interpelle les enquêteurs. Ils se sont posé des questions sur l'implication de Mélinda. A-t-elle vraiment aimé Romain ou s'est-elle servie de lui ? Est-elle impliquée dans sa disparition ? Pour le découvrir, les enquêteurs passent au crible tous les échanges téléphoniques de Mélinda. Elle est même placée sur écoute. Mais de toute évidence, rien ne permet de la mettre en cause, de près ou de loin, dans la disparition de Romain Gambier. En revanche, Alan Krepel se retrouve, lui, au centre des investigations. Mais l'adjudant-chef Rochelle hésite. Avec le profil qui est le sien, Krepel se montrera-t-il coopératif ? Vu l'individu, c'est pas forcément évident. Donc à partir de là, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions parce qu'on se dit, est-ce qu'on se lance dans les gardes à vue ou est-ce qu'on attend encore pour avoir un peu plus ? Pour les gendarmes, qui dit kidnapping dit voiture. Or, Alan Krepel ne possède pas le permis de conduire. Il n'aurait donc pas pu agir tout seul. Ses proches sont placés sous étroite surveillance, comme on le voit sur ces images de filature menées par les gendarmes. Les enquêteurs guettent leurs allées-venues, surveillent leurs rendez-vous. Alan est filoché par les gendarmes, placé sous écoute. À la mi-août 2016, un mois après la disparition de Romain, les filatures, mais surtout l'étude de la téléphonie, finissent par payer. Les enquêteurs identifient la personne qui a été en contact avec Romain le soir de sa disparition. Un certain Michael Quillet. Michael Quillet, c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui a un parcours de vie déjà compliqué. Franck Châtelain, avocat de la défense. Il va sombrer dans une sorte de délinquance d'habitude du consommateur toxicomane. C'est pas un enfant de cœur non plus. D'ailleurs, au moment des faits, il est en cavale. Il a eu une permission de sortie de sa maison de détention et il n'est jamais rentré. Condamné à de la prison ferme, ce Michael Quillet est donc déjà recherché. Ses proches sont interrogés et c'est le témoignage de sa propre mère qui fait tout basculer. D'après elle, Michael, son fils, aurait servi de chauffeur à Krepel le jour de la disparition de Romain. Le soir du 12 juillet, elle a vu Michael Quillet partir dans une voiture en compagnie de Alan Krepel. Maintenant, il n'y a plus vraiment de doute. On est bien sur la piste d'une disparition organisée, d'un acte criminel en fait, qui met a priori en cause Alan Krepel avec une participation
de Michael Quillet dans cette histoire qui reste alors à déterminer. Pour les enquêteurs, il est temps de passer à l'action. Le 16 août 2016, les deux hommes sont placés en garde à vue. Les gendarmes ont une stratégie. Ils veulent confronter les deux suspects aux différents éléments qu'ils ont récoltés pour tenter de les déstabiliser. Mais, comme ils le redoutaient, impossible de tirer quoi que ce soit d'Alan Crépel. Lui, il dit qu'il n'a rien à voir dans tout ça, que Romain, il ne l'a pas vu depuis juin 2016, c'est-à-dire un mois avant sa disparition. Fabrice Leviel, journaliste à La Voix du Nord. C'est des Lillois qui l'ont enlevé. Il va rester sur sa ligne de conduite, en fait. Il va repartir sur cette fameuse 106 blanche avec ses Lillois. Et il est catégorique là-dessus. D'ailleurs, il est relativement à l'aise pendant cette garde à vue. Et je pense qu'il a toujours l'impression de balader les gendarmes. La partie s'annonce compliquée avec Alan Crépel, mais Michael Quillet se montrera-t-il moins coriace ? Au terme de plusieurs auditions, la ténacité des enquêteurs finit par payer. Le jeune homme craque et il accuse Crépel d'avoir tout manigancé. Alan lui a demandé d'envoyer des messages à Romain pour lui vendre à un prix défiant toute concurrence des stupéfiants. Finalement, Romain ne pouvait pas refuser. Audrey Lesage, avocat des parties civiles. Sachant que, certes, il était soigné, mais on sait que c'est difficile de ne pas retomber rapidement. Là, avec les prix qui étaient proposés, il a été effectivement appâté. En fait, c'est un guet-apens, quoi. Il lui demande de monter un guet-apens parce que il veut régler un compte avec Romain Gambier. Alan ne supporte plus de voir Romain en compagnie de Mélinda. Il demande donc à Michael Quillet de tendre un piège à son rival alors qu'il passe la soirée avec sa petite amie. Questionné par les gendarmes, Michael Quillet poursuit son récit. Ce fameux 12 juillet, rendez-vous est fixé à Romain vers 22h30 dans un village proche de Campagne-les-Édins. Ce soir-là, Michael a conduit, puisque Alan n'a pas le permis de conduire. Et Alan Crépel, lui, il va se planquer derrière, bien camouflé. Sous une couverture, pour ne pas que Romain le voie. Raphaël Tachon, avocat des parties civiles. Lorsqu'il va entrer dans le véhicule, car il en a peur. C'est donc en toute confiance que Romain monte à l'avant, sans se douter un instant qu'Alan Crépel, son rival, est dissimulé à l'arrière. Il est 23h et il fait nuit noire. Toujours au volant, Michael Quillet prend soin d'emprunter des petites routes de campagne en direction du château d'eau d'Aubin-Saint-Vin. Le château d'eau d'Aubin-Saint-Vin, ça ressemble à un petit édifice enterré en partie, entouré de grillages. En tout cas, c'est un endroit totalement isolé. Depuis la route principale, on peut même pas voir ce qui se passe au niveau de ce château d'eau. Donc c'est vraiment un lieu de prédilection parce qu'il y a vraiment aucun témoin qui peut voir quoi que ce soit à ce moment-là. Un lieu complètement à l'abri des regards. Face aux gendarmes, la confession de Michael Quillet se fait de plus en plus glaçante. Il ouvre la porte. Romain descend. Et là, Alan Crépel se dévoile, sort de la voiture. Michael Quillet explique que Alan Crépel voulait absolument se saisir du portable de Romain Gambier. Romain Gambier se retrouve face à Alan Crépel. Et c'est là que celui-ci s'empare de force de son téléphone. À la lecture des messages qui se trouvent sur le téléphone de Gambier, le ton monte entre Crépel et Gambier. Et à partir de là, Alan Crépel se déchaîne sur Romain. Ce qui aurait rendu Crépel ivre de colère, ce sont les messages envoyés par Mélinda à Romain.
La suite de la scène vire au déchaînement de violence. Alan Crépel pète un câble. Il est hors de contrôle. Foudrage. Il a frappé à plusieurs reprises Romain à coups de poing. Crépel est sur Gambier, en train de lui porter des coups. Et à un moment donné, Michael Quillet, je vois qu'il tient le couteau dans la main. Quillet explique aux enquêteurs qu'il essaye de calmer un peu Crépel, mais que c'est manifestement sans effet. Et donc, là, il s'en va. Il dit qu'il est parti avant que ça dégénère vraiment. Il dit qu'il n'a pas vu les coups de couteau, quoi. Il a pris ses jambes à son cou et il s'est enfui à travers champs. Laissant tout seul Alan Crépel et Romain Gambier. Les enquêteurs n'en espéraient pas tant. Michael Quillet avoue avoir assisté à un assassinat pur et simple, même s'il affirme ne pas avoir participé à cette mise à mort. Les aveux de Michael en main, les gendarmes se dirigent vers la salle d'interrogatoire où se trouve Alan Crépel. Et alors même que sa garde à vue touche à sa fin, ce dernier consent pour la première fois à coopérer. Même si lui niait farouchement. Vincent Rochel, adjudant-chef à la section de recherche de Lille. On lui a expliqué très clairement que son implication pour nous était claire et nette. Au moment de la prolongation de la garde à vue, le juge d'instruction se déplace lui-même et trouve les bons mots pour faire parler Alan Crépel. Il fallait qu'il fasse l'effort d'expliquer où se trouve Romain afin que la famille puisse faire son deuil. Pas question pour Crépel de reconnaître quoi que ce soit. Donc, il accuse Quillet d'avoir porté les coups mortels. Mais il finit par accepter de les conduire au corps de la victime. Et là, il dit qu'il sait où se trouve Romain Gambier. Philippe Janot, avocat de la défense. Et il demande au juge d'instruction de venir avec lui pour la découverte du corps. Il dit juste « Oui, je vais vous emmener là où se trouve son corps ». C'est tout ce qu'il lâche. Il ne dit pas que c'est lui qui l'a tué. Et le soir même, les hommes de la gendarmerie prennent la route pour un cimetière situé à 10 km de Campagne-les-Édins. On est à la nuit tombante, c'est comme un scénario de film d'horreur, quoi. D'un seul coup, on voit arriver des convois de voitures de gendarmes, tout un aéropage. Fabrice Leviel, journaliste à La Voix du Nord. Et tout ce monde-là se dirige vers le cimetière de Rouloncourt. Évidemment, il faut prévoir tout un service d'ordre pour pouvoir boucler le lieu concerné. Une fois sur place, Crépel précise qu'il a réussi à conduire seul jusqu'au cimetière, bien qu'il n'ait pas le permis de conduire. Arrivé devant la grille, il aurait alors sorti le corps sans vie de Romain de la voiture. Il explique même comment il l'a tenu en le prenant sous les aisselles. Il aurait traîné le corps de Romain Gambier. Audrey Lesage, avocat des parties civiles. Sur toute la largeur finalement du cimetière pour arriver devant une petite trappe qui est considérée comme une fosse commune. Arrivé devant cette trappe, les enquêteurs savent qu'ils touchent au but. C'est lui qui ouvre la dalle en béton, donc c'est une petite dalle en béton. Il détourne le regard, il ne peut assister aux premières constatations. On est plus d'un mois après, on est en été, il a fait chaud, il a fait humide également. L'odeur du corps en décomposition qui se dégage est tout simplement insupportable. Virginie Selvetti, journaliste. Et même la vision, c'est une vision d'horreur. Les gendarmes parviennent à remonter ce qu'il reste du corps de Romain Gambier à la surface. Alan Crépel, lui, se mure dans le silence.
Ce n'est qu'au retour du cimetière, lors de son ultime audition, que l'homme vacille enfin. Pour la première fois, il reconnaît sa participation directe au crime. Et au bout du bout, Alan Krepel finit par craquer, quoi. Il finit par reconnaître que non, c'est pas Michael qui a porté les coups de couteau, mais lui. Et il explique qu'il a préparé sa vengeance depuis longtemps. Raphaël Tachon, avocat des parties civiles. Et qu'effectivement, il en voulait énormément à Romain à cause de sa relation avec Mélinda. Il ne supportait pas que son ex-petite amie puisse être en couple avec quelqu'un d'autre que lui. Il a vu rouge. Ce qu'il voulait, c'est au tout départ mettre une branlée, comme il le dit, à Romain Gambier, et qu'au fur et à mesure du temps, cette haine s'est transformée en volonté de vouloir le tuer. Pour reprendre ses termes, il dit « je voulais lui défoncer la gueule ». Il l'a dit texto. D'après Alan, une fois parvenu au château d'eau, la situation aurait dérapé. C'est tout particulièrement un message de Mélinda disant « Je t'aime, en plus j'ai envie de toi », découvert sur le portable de Romain, qui déclenche sa fureur criminelle. Il a vu la confirmation de ce qu'il savait sur au moins un message. Le fait que Romain et Mélinda avaient eu des relations intimes ensemble. Cela l'a mis dans une jalousie folle, en disant aux gendarmes même « mais comprenez, j'étais fou de rage, quel homme ne voudrait pas le fracasser ?» Il dit qu'il s'est déchaîné avec le couteau sur Romain, quoi. Il reconnaît qu'il s'est acharné, qu'il lui a porté des dizaines de coups, il ne sait même plus combien de coups tellement il en a donné. Un assassinat sordide, dicté par un seul mobile, la jalousie. Après un long mois d'attente et d'angoisse, pour toute la famille de Romain Gambier, le choc est brutal. Je sais pas ce qu'ils auraient pris dans la tête à eux de faire ça. Parce que c'était vraiment un garçon doux. Laurence Dubotz, mère de Romain. Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment odieux, quoi. Parce que nous, même, perdre un fils, c'est comme si on donnait un coup de poignard, quoi. Parce qu'ils ont enlevé quelque chose, une partie de moi quand même. Et ça, on peut pas... Tout s'écroule. Et j'ai perdu mon beau-fils. C'est très dur. Nicolas Dubotz, beau-père de Romain. Franchement, en une fraction de seconde, c'est... On est à terre. On est à terre. Pourquoi? Tout ça pour une fille. Il faut y aller. Moi, c'est ce qui... Ça me répugne. Bah ouais, moi je pensais qu'en fait c'était que un cauchemar, que j'allais me réveiller, qu'en fait tout ça, ça serait pas vrai. Bah j'y croyais pas du tout et je me disais c'est pas possible, ça peut pas être mon frère. Laura Dubotz, sœur de Romain. C'était terminé, je mangeais plus. Je restais tout le temps dans ma chambre dans le noir. Je faisais que pleurer. Enfin, en fait, je revenais pas, quoi. Un crime qui laisse une famille entière anéantie. D'autant que l'autopsie de Romain Gambier vient confirmer toute l'atrocité des faits. L'autopsie a pu mettre en évidence 10 coups de couteau, des coups de couteau qui ont été portés devant et derrière. Et les médecins légistes ont pu déterminer que la lame avait traversé les os, notamment au niveau de la trachée et au niveau du thorax. Ce qui témoigne d'une violence inouïe dans les coups portés. Alan Krepel a massacré Romain Gambier. La mise à mort de Romain Gambier paraît totalement élucidée. Surtout que les gendarmes découvrent des indices déterminants sur la scène de crime. Le couteau qui a servi au meurtre près du château d'eau, ainsi que le téléphone de Romain non loin de là, dans une rivière. Quant à la voiture utilisée,
elle ne sera jamais retrouvée. Alan Krepel et Michael Quillet sont mis en examen pour assassinat, c'est-à-dire meurtre avec préméditation. 11 septembre 2019, devant la cour d'assises du Pas-de-Calais. Alan Krepel et Michael Quillet comparaissent comme co-responsables de cet assassinat. Le dossier semble bouclé, mais rien ne va se passer comme prévu au procès. Plus de 3 ans après le drame, toute la famille de Romain Gambier leur fait face pour la première fois. C'est glaçant, très très, parce qu'ils ont une tête vraiment de criminels. Excusez-moi de parler comme ça, mais ils ont vraiment la tête pour. Ils ont le regard froid. Ils s'en foutent carrément. Ils vous regardent. De toute façon, c'est des jeunes qui ont toujours fait de la prison ou bien qui ont fait n'importe quoi. Dès le premier jour d'audience, coup de théâtre. Alan Krepel revient sur les aveux effectués en garde à vue et clame tout simplement son innocence. Il n'est pas l'auteur des coups fatals. On s'est dit, c'est pas moi qui ai porté les coups de couteau, c'est Quillet. Et Quillet est juste à côté, lui. Fabrice Leviel, journaliste à La Voix du Nord. Il le regarde comme ça, l'air interloqué, qui dit, mais non, c'est pas moi, c'est toi. Il veut pas en démordre. Michael Quillet, il est dans une situation très inconfortable. Franck Châtelain, avocat de la défense. Il savait qu'il allait y avoir une histoire de règlement de compte, d'explication entre Krepel et Gambier, mais sans avoir aucune idée de ce qui allait pouvoir se passer exactement. L'ambiance est électrique, d'autant que depuis le box des accusés, Alan Krepel perd vite son sang-froid. Dès qu'il est mis face à une contradiction, il s'énerve. Donc c'est très difficile d'interroger quelqu'un comme ça parce qu'il se braque, ne veut plus répondre, il se ferme. C'est difficile de pas savoir exactement ce qui s'est passé. Je me pose encore plus de questions en fait. Au 3e jour d'audience, tout s'accélère pourtant. Confronté à des preuves accablantes, Alan Krepel finit par endosser toute la responsabilité du meurtre. Mais cette fois, il conteste la préméditation. C'était des coups de couteau, alors pas accidentels bien entendu, des coups de couteau qui restent volontaires, mais qui ont été donnés dans le feu de l'action. Philippe Janot, avocat de la défense. Il y a eu un projet, mais ce projet, c'était simplement soit de faire peur, soit de frapper la personne, mais c'était pas de la tuer. Il dit, moi, j'ai pas prémédité. Moi, au départ, c'était juste pour lui donner une correction, quoi. Les choses ont dégénéré. Comme par hasard, il y avait un couteau dans le big poche, qui lui est tombé quasiment dans la main, dit-il. Pour les proches de Romain, difficile de croire à ces explications tardives. Selon eux, Krepel aurait tout orchestré, de bout en bout. Mais c'était là pour faire ça, voilà, pour moi. C'était prévu, c'était prémédité, ils l'attendaient, voilà. Ils ont calculé leur coup pendant 2-3 mois ou 4 mois, si c'est pas plus. Laurence Dubotz, mère de Romain. Pour mettre un truc horrible en route, quoi. C'est pas des humains pour moi, c'est des bêtes. Alors, meurtre prémédité ou bagarre qui dégénère? Ce sera aux jurés de trancher. Après une semaine de débat, la sentence tombe. Alan Krepel est condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour assassinat. Michael Quillet, lui, n'est pas considéré comme coauteur. Reconnu coupable de complicité, il écope de 12 ans de prison. Moins de 2 ans plus tard, le procès d'appel vient clore cette douloureuse affaire. Alan Krepel et Michael Quillet sont condamnés respectivement à 25 et 12 ans de réclusion criminelle pour assassinat et complicité d'assassinat.
L'issue de ces procès n'effacera jamais le chagrin de la famille de Romain Gambier. Un jeune homme de 19 ans, arraché aux siens à cause d'une terrifiante histoire de jalousie amoureuse. Il est parti. Oui, ils vont peut-être en sortir dans 20 ans, 30 ans. Ils seront devant, ils pourront encore faire leur vie. Que mon fils, il pourra plus, lui. Mais c'est dur. Des fois, on sonne à la porte, je dis, c'est mon fils qui revient, mais non. Mais non, c'est pas lui. Mais non. Ça me le ramènera pas, tout ça. Je t'aimais fort et tu me manques énormément. Et que j'aurais tellement voulu qu'ils soient encore là avec moi. Parce que j'aimais bien les moments qu'on passait en famille, on rigolait bien et tout, et même ça me manque. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Crime passionnel, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Estelle Durand. Direction La Vallée, en Charente-Maritime, pour une terrible affaire d'héritage. Au cœur de ce drame, il y a Estelle Durand, 45 ans. Tourmentée et fragile, elle tente de se reconstruire après une vie remplie d'épreuves. Et puis il y a Loïc, son frère. Il ne s'entend pas avec elle et il lui reproche ses mauvaises fréquentations. Et enfin, il y a une maison. Estelle veut la vendre, mais Loïc, lui, s'y oppose catégoriquement. Alors quand en septembre 2016, Estelle se volatilise sans laisser de traces, tous les regards se tournent vers son frère cadet. Loïc a-t-il quelque chose à voir avec cette disparition ? La réponse dans ce podcast inédit de Chronique criminelle. Lundi 5 septembre 2016, en plein milieu de la nuit. Un homme essaie de reprendre ses esprits. Des images violentes tournent en boucle dans sa tête. Derrière les murs de cette maison, il vient de commettre l'irréparable. C'est l'épilogue d'une affaire hors norme sur fond de haine, de rancœur et d'instinct criminel. Voici l'histoire d'une tragédie familiale. Tout commence à La Vallée, un petit village typique de Charente-Maritime, niché en plein cœur des marais. Dans les années 70, André Durand s'installe avec sa femme dans cette maison qui appartient à sa famille depuis des générations. Le foyer est modeste, mais le couple est comblé par la naissance de plusieurs enfants. Il y avait les parents Durand, qui avaient donc 3 enfants, donc Stéphane Durand qui était l'aîné, Loïc Durand et Estelle Durand. Anne Glaudet, avocate des parties civiles. Alors madame était cantinière et monsieur travaillait à la brigade militaire de Rochefort. C'était quelqu'un qui était très impliqué, monsieur, notamment dans la vie de la commune, puisqu'il a travaillé à la mairie et qu'il était apprécié de tous. Stéphane Durand est l'aîné de la fratrie. Il a aujourd'hui 53 ans et il garde le souvenir d'une enfance heureuse. Mes parents se sont toujours bien entendus. C'était certes pas évident tout le temps parce que les revenus n'étaient pas très élevés. Stéphane Durand,
frère d'Estelle. Mais on n'a jamais manqué de rien et on a toujours été choyés. Les 3 enfants grandissent dans des conditions idéales. La maison, située à l'entrée du village, est bordée de ruisseaux et entourée de champs à perte de vue. De quoi faire les 400 coups. Et avec le temps, c'est surtout leur attachement à cette demeure qui unit la fratrie. La maison de la Vallée a été construite, vraiment, véritablement, des mains du papa Durand. Et il avait vraiment à cœur que quand il partirait, ses 3 enfants puissent bénéficier d'un toit. C'était vraiment ce qui lui importait. La résidence de la Vallée est le socle de toute la famille. Elle est le lieu des retrouvailles, des moments de bonheur qui ont marqué Isabelle, la femme de Stéphane. En fait, cette maison, elle regorge plein de bons souvenirs. Je revois ma belle-mère dans la cuisine, nous préparant sa fameuse tarte au citron. Isabelle Durand, belle-sœur d'Estelle. Je revois mon beau-père installé sur le canapé avec Stéphane, Loïc, s'écriant de joie devant un match de foot. C'était vraiment une maison pleine de vie. À l'âge adulte, les enfants Durand prennent des chemins différents. Stéphane embrasse une carrière militaire, Estelle espère devenir judoka, et Loïc, le petit dernier, enchaîne les missions en intérim. Puis ils fondent tous une famille, mais toujours dans la région. Et ils continuent de se réunir dans la maison de leur enfance pour les grandes occasions. Mais alors qu'ils ont la quarantaine, cette vie de famille heureuse est sur le point de voler en éclats. En 2015, ils perdent coup sur coup leurs parents. Le papa est décédé il y a peu de temps. Cette maison est l'objet de la succession entre les 3 enfants et chacun participe à l'entretien de cette maison. Et Estelle a grand plaisir à aller passer des moments là-bas dans cette campagne puisqu'elle habite normalement à Saintes. Estelle vit à moins d'une demi-heure du village, alors elle s'y rend régulièrement. Ses frères y viennent aussi à tour de rôle, car cette maison reste le symbole de leur histoire. Pourtant, elle est sur le point de devenir le théâtre de tous leurs malheurs. Un an après le décès des parents Durand, le lundi 5 septembre 2016, Estelle prévient ses proches qu'elle part quelques jours à la Vallée. Et elle a justement proposé à Daniel, son compagnon, de la rejoindre le lendemain. Daniel avait prévu d'arriver le matin en compagnie de sa sœur, accompagné par sa sœur. Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. Pour retrouver Estelle dans cette fameuse maison. Donc il arrive sur les coups de 10 heures à la maison familiale et ce qui l'étonne, Francesca Sata, avocate des parties civiles, c'est que tous les volets de la maison sont fermés et qu'il tambourine à la porte et que personne ne répond. Ils font le tour de la maison, ils regardent par la véranda s'ils voient la trace de quelque chose, ils frappent, mais vraiment il y a aucun signe d'Estelle. Et donc à ce moment-là, n'obtenant toujours pas de réponse, Daniel décide d'appeler les pompiers. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Parce qu'il redoute que Estelle ait eu un accident domestique, qu'elle ait fait un malaise à l'intérieur et qu'elle soit pas en mesure de répondre. Très vite, les pompiers arrivent sur place. Ils forcent un volet pour rentrer dans la maison. Puis ils fouillent toutes les pièces à la recherche d'Estelle. Tout est à sa place. Il n'y a pas effectivement de désordre, de chaises renversées, de tables cassées ou autre. Aucune perturbation des lieux, je dirais, inquiétante. Il n'y a pas Estelle. Estelle n'est pas dans la maison. Et surtout, en rentrant dans la chambre, il constate que le lit n'est pas défait. Donc, visiblement, Estelle Durand, qui devait venir sur place la veille au soir, n'a pas dormi à cet endroit. Étrange. Son absence est incompréhensible pour Daniel. Mais il espère que Tom, le fils unique d'Estelle, aura des nouvelles. À ce moment-là, il a tout juste 22 ans. Il ne vit plus chez sa mère, mais il en est resté très proche. Daniel m'a appelé, il m'a dit que ma mère n'était pas là ce jour-là. Tom, fils unique d'Estelle. Que tout était en ordre, enfin rien n'avait disparu.
Il n'y avait pas ses affaires, et puis ça s'était volatilisé comme ça, sans donner de nouvelles. Tom l'appelle à son tour, mais pas de réponse. Il décide de se rendre aussitôt chez sa mère. Elle vit dans le quartier des Boifiers, sur les hauteurs de la ville de Saintes. Et là, surprise, l'appartement est vide lui aussi, et nouvelle surprise, le lit n'a pas été défait. Et donc là, l'inquiétude monte fortement. Et c'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, il contacte donc son oncle, Stéphane Durand. Stéphane panique lui aussi. Alors il appelle Estelle en boucle. 1 fois, 2 fois, puis 3. Et il laisse des dizaines de messages. Elle n'a répondu ni à mes textos, ni à mes coups de téléphone. Je m'inquiète beaucoup, mais je voulais pas me l'avouer. Je me disais vraiment que c'est pas possible. Enfin, je préférais pas m'avouer qu'il s'est passé quelque chose de grave, même si je le pensais, je le craignais fortement. Les proches d'Estelle espèrent qu'elle va finir par se manifester. Mais la nuit passe et elle ne donne toujours pas signe de vie. Le mystère s'épaissit et l'inquiétude monte d'un cran. Le lendemain de sa disparition, Tom et son oncle Stéphane alertent la gendarmerie. C'est l'adjudant-chef Monjou qui recueille leurs témoignages. Donc on a en face de nous Tom qui pleure, voilà, qui nous dit c'est pas normal. Adjudant-chef Monjou, commandant de brigade de Saint-Porcher. Ma mère m'appelle très souvent, enfin de manière quasiment quotidienne. Là depuis dimanche ou lundi, il n'a plus de nouvelles de sa mère. Je prends cette disparition comme très inquiétante. C'est là que Tom livre une information aux gendarmes. Quand sa mère se rend à la vallée, dit-il, sa meilleure amie, Émilie, vient en général la récupérer à l'arrêt de bus. Pour s'en assurer, l'adjudant-chef Monjou décide de l'interroger. Les gendarmes me demandent si elle est bien arrivée à la vallée. Et effectivement, je suis allée la récupérer le lundi soir. Émilie, meilleure amie d'Estelle. Elle était bien chez elle avec son sac à main et son gros sac de voyage vert, comme d'habitude, toujours les mêmes affaires. Et après, une fois qu'elle est là-bas, elle avait que son petit programme de prévu, c'était se mettre devant sa petite émission télé. N'oubliez pas les paroles de Nagui, c'était une émission qu'elle adorait. En apprenant la disparition de son amie, Émilie est affolée. Et elle part à son tour à la recherche d'Estelle. Je me vois même le soir, moi, à ma débauche, faire un petit crochet pour... Je passe devant la maison et j'ai remonté les marais en essayant de chercher son sac de voyage parce que il n'y avait plus rien en fait. C'était comme si Estelle était partie au final parce qu'il n'y avait pas son sac à main, il n'y avait pas son sac de voyage. Et donc je suis passée dans les marais en essayant de trouver un sac et je l'appelais. Je criais « Estelle, Tételle, t'es où ma Tételle ?» Oui. Aucune réponse. Estelle semble s'être volatilisée. Émilie est bouleversée. À ce stade, tous les scénarios sont possibles. Et si en réalité, il était déjà trop tard pour la retrouver ? Car les gendarmes s'apprêtent à découvrir qu'elle est une femme imprévisible et tourmentée. Au 3e jour de recherche à la vallée, les enquêteurs s'activent. Et pour percer le mystère de la disparition d'Estelle, ils veulent comprendre à qui ils ont affaire. Alors ils entendent en priorité ses proches, avec une seule question. Existerait-il une raison pour que cette femme de 45 ans ne donne plus signe de vie ? Ma mère, c'était quelqu'un de joyeuse, de très joyeuse. Estelle était très très dynamique, très chaleureuse. Isabelle Durand, belle-sœur d'Estelle. Très généreuse. On avait l'impression en fait qu'elle souriait avec son regard. Pour Noël, on se retrouvait tous et tous les enfants étaient là. Stéphane Durand, frère d'Estelle. On savait qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent et elle mettait un honneur à nous faire des cadeaux quand même. C'est quelqu'un qui a un cœur énorme. C'est ma meilleure amie. Voilà, pour moi, il n'y aura pas d'autre femme. Je peux avoir des bonnes amies, je pourrais en avoir, mais ma meilleure amie, c'est Estelle.
Tous les proches décrivent une femme aimante. Les enquêteurs ne voient pas pourquoi elle les aurait abandonnés sans donner d'explication. Mais au fil des auditions, ils découvrent aussi son côté sombre. Estelle aurait-elle été rattrapée par de vieux démons ? En creusant un peu plus loin dans la biographie, dans la vie de la disparue d'Estelle Durand, les enquêteurs se rendent compte que tout n'était pas peut-être si scintillant. C'est aussi une femme qui a été très abîmée par la vie. Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. Et qui a été, sur de grandes périodes, alcoolique, voire lourdement alcoolique. Cette dépendance à l'alcool pourrait bien être la clé de l'énigme. Joseph Agostini est psychologue et il nous explique comment Estelle a pu en arriver au point de mettre sa vie en danger. Estelle, c'est une petite fille pleine d'ambition. C'est une adolescente qui va faire sport-études, qui va aller en pension à Angoulême pour assouvir sa passion du judo. Joseph Agostini, psychologue. Elle veut devenir judoka. Mais à ce moment-là, elle a 19 ans et elle va faire la fête. Il y a un moment où ça a basculé. Anne Glaudet, avocate des parties civiles. Et malheureusement, elle est tombée dans l'addiction de l'alcool. Son rêve, devenir championne de judo, vole en éclats. Et c'est à partir de là que la jeune fille sombre. Les années passent. Estelle devient maman et elle élève Tom du mieux qu'elle peut. Petit à petit, elle tente de reprendre sa vie en main. 5 mois avant sa disparition, elle entre en cure de désintoxication pour le plus grand bonheur de ses proches. Sauf qu'à la sortie, elle replonge. Et l'alcoolisme, c'est un véritable serpent qui tourne autour de sa proie. On s'en défait vraiment jamais, il est toujours là, autour. Le fait qu'elle n'ait pas su lutter contre cet alcoolisme, qu'un soir, seule, par exemple, elle ait trop bu et qu'elle se dise décidément « je ne dompterai jamais mes démons », il y a peut-être eu un désarroi, une angoisse, quelque chose d'un « je n'y arriverai jamais », quelque chose d'un « jamais plus ». La thèse du suicide devient l'hypothèse numéro 1. À ce moment-là, le directeur d'enquête ordonne des battues de grande ampleur. Pour des raisons professionnelles, l'adjudant-chef a choisi de garder l'anonymat. C'est donc en toute discrétion qu'il nous fait part pour la première fois des recherches qu'il a supervisées. Donc les lieux étant isolés et avec une multitude de plans d'eau. Directeur d'enquête de la brigade de recherche de Saintes. Les premières recherches vont s'orienter avec des chiens de piste et des survols en hélicoptère. Vraiment, le coin s'y prête. C'est un endroit finalement assez humide, avec beaucoup de zones à risque. On fait des battues, les gendarmes quadrillent le terrain. Stéphane Boucher, journaliste, spécialiste des faits divers. Et on ne trouve absolument rien, absolument aucun indice qui puisse éclairer d'une façon ou d'une autre cette mystérieuse disparition. Mais de son côté, Tom, le fils d'Estelle, en est convaincu. Elle n'a pas pu vouloir en finir. Et cela pour une excellente raison. Il venait d'annoncer à sa mère la plus belle des nouvelles. Quand elle a appris qu'elle allait être grand-mère, elle était vraiment heureuse. Tom, fils unique d'Estelle. Elle l'a très bien pris, elle était vraiment heureuse de ça, quoi. Pour elle, c'était toute sa raison de vivre, en fait. Elle attendait que ça, la naissance. Et elle nous en parlait vraiment, c'était au plus profond d'elle-même. Elle voulait être grand-mère. C'est vraiment impossible qu'elle se soit fait du mal d'elle-même. Dans son état d'esprit, c'était vraiment pas ça. Elle allait très bien, elle était vraiment heureuse. Enfin, elle avait repris la joie de vivre. Pour Tom, l'hypothèse du suicide ne tient pas. Il est convaincu qu'il est arrivé un drame à sa mère. Alors il décide de mener l'enquête lui-même. Il commence par appeler Loïc, le frère cadet d'Estelle. Il ne l'a pas encore sollicité car il vit à 1h30 du village. Et quand Loïc apprend sa disparition, il lui fait une révélation capitale. Loïc dit que oui, il a eu contact avec sa mère ce fameux 5 septembre, le soir où elle devait arriver dans la maison, qu'ils se sont parlé au téléphone et que Estelle lui a demandé de lui ramener des clés parce qu'il serait parti avec des clés qui ouvraient certaines portes de la maison et pas d'autres.
Et donc, un peu excédé, il serait venu le soir, assez tard finalement, lui amener ses clés et qu'il serait reparti un peu plus tard dans la nuit. Tom raconte cette conversation immédiatement aux gendarmes qui, évidemment, veulent entendre Loïc, puisqu'il devient la dernière personne à avoir vu Estelle. Son témoignage risque d'être crucial. Lors de son audition, Loïc confirme. Il s'est en effet disputé avec Estelle pour une histoire de clé. Mais il est formel. Quand il a vu sa sœur à la maison de la Vallée, elle était en parfaite santé. Pourtant, sans le savoir, à ce moment-là, il est le témoin d'un événement qui pourrait bien bouleverser l'enquête. Ce qu'il va dire, c'est que ce soir-là, sa sœur Estelle n'était pas seule. Quand il arrive, explique-t-il, il voit un homme avec elle qu'il n'avait jamais vu, ni d'Ève ni d'Adam, et que visiblement le gars s'appelait Nanou ou Nano ou Nanou, quelque chose comme ça. Visiblement, ça serait un surnom. La faible description que nous fait Loïc de cet individu peut correspondre à une personne lambda. Adjudant-chef Monjou, commandant de brigade de Saint-Porcher. C'est un homme de type européen, un peu la peau mate. Il est âgé d'environ 45 ans, mais il intervient très peu dans les débats. Loïc va aussi faire comprendre que la présence de ce type le dégoûte un tout petit peu, parce qu'il se dit « Ah ouais, ça y est, ma sœur est en train de reprendre les conneries », c'est-à-dire mauvaise fréquentation, alcool. Et donc là, il dit « Moi, j'ai pas envie de voir ça, je suis rentré chez moi ». En tout cas, forcément, l'attention à ce moment-là des gendarmes, et de tout le monde d'ailleurs, c'est qui est ce Nanou, qui est ce type qui est venu. C'est le point de départ d'une nouvelle recherche. Pour les gendarmes, cet inconnu devient leur suspect numéro 1. Est-ce que ce Nanou aurait pas passé la suite de la soirée avec Estelle à boire plus que de raison? Est-ce que c'est un individu avec lequel elle serait disputée? À ce moment-là, les choses auraient mal tourné, il aurait pu lui arriver malheur. Les gendarmes interrogent tour à tour les proches d'Estelle pour tenter d'identifier ce Nanou. Mais l'enquête s'annonce difficile. On n'a qu'un surnom, on n'a pas d'adresse, pas de domicile, pas de fréquentation, pas de numéro de téléphone. Je me souviens que l'adjudant nous a demandé si on connaissait un certain Nano, un grand. On connaissait peu de relations à Estelle, enfin ses relations sur Sainte en tout cas. Ce Nanou, nous ne le connaissions pas. Non. Quand on me dit qu'elle aurait été en présence de cette personne, pour moi, non, c'est inconcevable. Émilie, meilleure amie d'Estelle. Parce qu'elle m'aurait pas caché ça, surtout pour quel intérêt de me cacher l'avenue d'une connaissance, non. Personne n'a jamais rencontré ce fameux Nanou. Et Émilie en est certaine, si sa meilleure amie attendait de la visite, elle l'aurait su. Estelle se serait-elle mise en danger avec un inconnu alors qu'elle était censée reprendre sa vie en main? Elle est introuvable et le mystère reste entier. Sauf qu'une découverte terrifiante est sur le point de secouer toute la région et de donner à l'enquête une nouvelle direction. Samedi 10 septembre, 5 jours après la disparition d'Estelle, les battues ont cessé. Mais un événement vient relancer toute l'affaire. On est à 5 km à peu près du village de la Vallée, dans un coin qui s'appelle, une localité ou un hameau qui s'appelle Saint-Hippolyte. Et il y a une dame qui fait du vélo avec sa petite fille et qui doit s'arrêter parce qu'elle a un petit problème technique de dérailleur. Et là, tout de suite, elle sent comme une odeur pestilentielle, mais quelque chose de vraiment très écœurant, quoi. Et elle va chercher à savoir d'où vient l'odeur. Francesca Sata, avocate des parties civiles. Parce qu'elle est tout à fait particulière, cette odeur. Elle s'approche et elle voit ce qui semble être clairement un morceau de barbac, quoi. Un morceau de barbac de une quinzaine, une vingtaine de centimètres de hauteur sur à peu près 1 mètre de long. Elle n'arrive pas trop à identifier ce que c'est. En tout cas, il y a toujours cette odeur épouvantable de pourriture qui règne à cet endroit. Et elle va dire tout de suite à sa petite fille, il faut qu'on parte de là, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas ça sent très mauvais, partons de cet endroit-là. Sur le chemin du retour, cette grand-mère cogite. Cette vision d'horreur la hante toute la nuit, au point d'en faire des cauchemars.
Alors, tôt le matin, elle décide de retourner sur place pour se faire une idée. Coup de chance, elle tombe sur un ami à elle qui est chasseur. Et donc, ils vont ensemble à l'endroit où elle a aperçu cette masse noirâtre et où elle a senti cette odeur absolument épouvantable. Stéphane Boucher, journaliste, spécialiste des faits divers. Et là, plus de masse noirâtre. En tout cas, ce qu'elle avait vu la veille a disparu. C'est troublant, car elle en est sûre, c'est bien ici, sous des branchages, qu'elle a fait hier sa découverte. Les deux amis décident alors de jeter un œil aux alentours. Ils inspectent un peu la brave dame et son ami chasseur et ils tombent sur des os. Des os plus ou moins calcinés, en partie calcinés. Et ces os vont le frapper tout de suite parce que là, il est formel. Stéphane Minca, journaliste, spécialiste des faits divers. Il dit, moi, je connais tous les animaux de la région. Ce ne sont pas des os, en fait, d'animal sauvage ou quoi que ce soit. Et donc, s'il ne s'agit pas d'un animal, c'est nécessairement des os humains. Aussitôt, ils appellent les gendarmes qui gèlent la scène dès leur arrivée. Pour les experts, aucun doute possible. Il s'agit d'un squelette humain. Une analyse est demandée en urgence pour comparaison avec l'ADN de la disparue. Et le résultat tombe le soir même. Ce qui reste en réalité de sang humain ne laisse aucun doute. Il s'agit de celui d'Estelle. Là, on passe de la simple disparition de personnes majeures à un scénario de film d'horreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces ossements? On peut penser que le corps a été démembré. Donc là, l'enquête change totalement de dimension et on passe d'une disparition inquiétante à un crime absolument épouvantable. Estelle aurait donc été assassinée et à seulement quelques kilomètres de chez elle. Pour les gendarmes, c'est peut-être dans cette maison de famille que le drame se serait noué. Mais souvenons-nous que quand même la maison était impeccable, que rien ne dépassait, tout était nickel chrome comme on dit. Et les enquêteurs vont donc appliquer du Blue Star. Le Blue Star, c'est ce produit chimique qui permet de révéler des traces de sang, même quand elles ont été effacées. Il y avait du sang en grande quantité. Directeur d'enquête de la brigade de recherche de Saintes. Avec des éclaboussures, on a également retrouvé quelques traces de doigts ensanglantés sur les murs. Le Blue Star révèle une mare de sang au niveau du seuil de la chambre parentale au rez-de-chaussée. Adjudant-chef Monjou, commandant de brigade de Saint-Porcher. Puis qu'ensuite le corps a été traîné du salon en passant par la cuisine et en repartant par la véranda. Ce qui peut laisser supposer qu'il y a eu un échange de coups et une scène violente. Les découvertes des gendarmes ne s'arrêtent pas là. Ce havre de paix qui appartient à la famille depuis des générations a visiblement été le théâtre des pires atrocités. En fin de compte, en sortant de la maison, en face de la porte de la véranda, donc il y a un petit amas de végétaux. Et lorsqu'on cherche un peu plus loin, on défait cet amas de végétaux et là on voit un brûlot que l'on estime assez récent. Ce brasier, qu'est-ce qu'on en voit? On voit qu'il y a de la suie, c'est calciné. Et en cherchant, avec un bâton, on découvre un os. Et puis après, plusieurs ossements dans ce brûlot. Et détail absolument sordide, c'est qu'en fait, c'était à la place du bac à sable où les trois frères et sœurs jouaient quand ils étaient enfants. Et la confirmation est sans appel. Les ossements retrouvés dans le brasier appartiennent bien à Estelle. Là, on rentre dans quelque chose d'absolument monstrueux. Ces ossements qu'on retrouve un peu comme un jeu de piste macabre, c'est proprement effrayant. Ces découvertes, c'est la stupéfaction. Tout le monde est dans l'émoi. Que s'est-il passé dans cette maison? Qu'est-il arrivé d'Estelle? Le tueur aurait donc cherché à faire disparaître le corps d'Estelle en le brûlant pour effacer les traces de son crime. Puis il aurait ensuite dispersé les morceaux de son cadavre.
Les enquêteurs s'apprêtent à faire cette annonce terrible à la famille. En particulier à Tom, qui depuis le début espère retrouver sa mère vivante. J'ai appris ça par un message que ma mère était décédée à 8h du matin, donc je voulais pas le croire. Je me suis dit, c'est un cauchemar, c'est pas possible. Tom, fils unique d'Estelle. Je me suis dit, c'est pas possible, donc faut que je me réveille. J'étais très proche de ma mère, justement, donc c'était vraiment mon pilier, mon soutien, quoi. Donc, et puis voilà, elle est de grand-mère, donc ça m'a vraiment détruit. On est dans un autre monde, quoi. C'est irréaliste. Stéphane Durand, frère d'Estelle. Pour moi, c'était irréaliste que telle chose puisse se produire dans la maison de mes parents, enfin dans notre maison. Et Stéphane m'a envoyé un SMS en me disant « Ma sœur a été retrouvée ». Isabelle Durand, belle-sœur d'Estelle. Avec 3 points de suspension, morte. Je revois Estelle, ton sourire. Mais la famille n'est pas au bout de ses peines. Les gendarmes doivent l'informer que le corps d'Estelle n'a pas été retrouvé entier. Donc ils nous apprennent en fait que son corps aurait été démembré. Excusez-moi, j'ai du mal à dire ça, c'est quelque chose qui pour moi encore est... Émilie, meilleure amie d'Estelle. Et là, c'est totalement irréel. On est dans le macabre au plus. Enfin, j'arrive pas en fait à assimiler la chose à ce moment-là et je crois que je l'assimile toujours pas aujourd'hui. C'est quelque chose qui est pas pensable. C'est pas pensable. Les proches d'Estelle sont dévastés. Et c'est toute la région qui est sous le choc. Des morceaux du corps ont été disséminés comme un jeu de piste macabre. Tout le monde espère que ce dangereux criminel sera rapidement arrêté. Au lendemain de la découverte du corps, les gendarmes reprennent leurs investigations. Et ils commencent en priorité par une enquête de voisinage. Car avec ce brasier dans le jardin, ils s'étonnent que personne n'ait signalé de flammes pendant la nuit. La voisine la plus proche, même elle, n'a vu ni feu, ni n'a eu à subir d'odeur. Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. Mais elle va avoir un souvenir tout de même de cette soirée. Elle a entendu une sorte de dispute dans le jardin, des éclats de voix entre Estelle, sa voisine qu'elle connaît, et quelqu'un. Il va dire, voilà, elle était au téléphone, je l'entends hurler, ok, tu es mon frère, mais tu me dois le respect. Et cette phrase, ce petit détail... Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Qui avait échappé jusque-là aux enquêteurs, va donner une toute autre dimension à cette affaire. Les enquêteurs font le lien avec les déclarations de Loïc. Il avait expliqué s'être emporté avec sa sœur au sujet des clés. Mais la dispute serait-elle allée plus loin? Pour le savoir, les gendarmes s'intéressent de plus près à son parcours et surtout aux relations qu'il entretenait avec sa sœur. Loïc a 40 ans. Il vit près de Niort, à plus d'1h30 de la vallée. C'est ici qu'il s'est installé il y a une quinzaine d'années. Loïc va très vite faire sa vie en fait avec une fille qu'il a rencontrée jeune, avec qui il va avoir assez vite un enfant. Lui qui croyait être dans un schéma extrêmement simple, je vais bosser, j'ai un enfant, madame est à la maison, ben madame en fait, elle va le quitter.
Il était abasourdi, en fait, il était complètement anéanti, ça a été très très compliqué. C'est la mère de son fils, je pense qu'il y tient encore beaucoup. Ce sont des accros de la vie qui l'a vécu de façon assez éprouvante. Émilie Sanson, avocate de la défense. Je pense même qu'à un moment donné, il était un peu en dépression. En l'espace d'un an, Loïc perd ses 2 parents et sa femme le quitte brutalement. Les gendarmes découvrent qu'à ce moment-là, il prend ses distances avec la famille. On a recueilli plusieurs témoignages de la famille. Directeur d'enquête de la brigade de recherche de Saintes. Témoignages qui vont nous dire que l'entente entre Estelle et Loïc était orageuse. Il y avait parfois des mots plus hauts que les autres parce que nos divergences de point de vue, surtout par rapport au mode de vie de chacun, nous opposaient un peu. La relation entre Estelle Durand et Loïc Durand était animée par une forme, je ne crois pas me tromper, un peu de mépris, en tout cas de la part de Loïc à l'égard de sa sœur. Anne Glaudet, avocate des parties civiles. Sur le mode de vie qu'elle a pu adopter, et finalement elle n'avait pas droit au chapitre, elle ne valait pas grand-chose. Il y avait beaucoup de ressentiment de Loïc envers Estelle par rapport à son mode de vie, à son penchant pour la boisson, le fait qu'elle ramène des inconnus pas tous recommandables. Et donc il y avait beaucoup de haine qui avait éclos entre les deux. Il considérait qu'il était illégitime quelque part. Francesca Sata, avocate des parties civiles. Qu'une autre personne que lui puisse habiter dans cette maison, et surtout pas Estelle. Pour les gendarmes, c'est la maison familiale qui est à l'origine de la discorde. Loïc aurait souhaité la garder intacte, comme un sanctuaire, en hommage à leurs parents. Pour lui, Estelle aurait souillé leur mémoire en se livrant ici aux pires excès. Et il serait devenu impossible pour eux de s'entendre sur le devenir de cette maison. On s'est posé des questions, forcément, puisqu'on était chacun propriétaire à un tiers de ce qu'on allait faire de cette maison. Stéphane Durand, frère d'Estelle. Loïc voulait absolument la garder, Estelle voulait la vendre. Moi, j'étais au milieu, j'essayais de tempérer les choses. Estelle aurait souhaité la vendre parce qu'elle avait quand même des problèmes financiers pour essayer de se remettre à flot financièrement, ce à quoi Loïc était tout à fait opposé. Stéphane étant un peu en retrait, mais en tout cas, il y avait vraiment une animosité très forte entre Estelle et son frère cadet Loïc au sujet du devenir de cette maison. On a pu découvrir qu'il avait pris un rendez-vous avec sa banquière pour tenter peut-être de racheter la part de ses frères et sœurs. Adjudant-chef Monjou, commandant de brigade de Saint-Porcher. Il était très très épris et totalement opposé à la vente de cette maison. Mais sa demande de crédit est finalement rejetée. Une déception immense pour Loïc. D'ailleurs, les gendarmes apprennent qu'à partir de là, il aurait changé subitement et adopté un comportement étrange. Loïc était devenu tellement obsessionnel qu'il avait fini quelque part par marquer entièrement cette maison, comme si c'était son territoire. Ce qu'il ne supporte pas chez Estelle, c'est qu'elle embarque des choses pour chez elle. Si bien qu'il va mettre des mots un peu partout, en disant « ne pas toucher ». Ça, ne pas toucher. En fait, il y en avait partout. Il y avait des post-it partout dans la maison. Isabelle Durand, belle-sœur d'Estelle. Sur les meubles, sur les murs, sur les radiateurs, sur les portes, pour des objets qui avaient soi-disant disparu. Et on s'est demandé ce qui lui était passé par la tête de mettre des post-it partout. Je dirais qu'au moins 200 à 300 morceaux de papier recouvraient les différents objets présents dans l'habitation. L'idée de perdre non seulement cette maison, mais même un couvert simplement de cette maison, ça le rend fou. Il est devenu complètement fou. Tous ces bibelots auxquels Loïc semble attaché n'ont en réalité aucune valeur financière. Mais cette maison serait devenue en quelque sorte un temple sacré, et il en serait le seul gardien. Sur certains messages, il dit où est la machine à coudre, par exemple. La machine à coudre, c'est quelque chose qu'Estelle a ramené chez elle, à Saintes. C'est pas important, une machine à coudre. Il n'y a pas de raison de garder la machine à coudre de la grand-mère dans la maison de la vallée. Mais pour Loïc, ça manque. C'était la place de la machine à coudre. Alors à la place de la machine à coudre, il met machine à coudre. Une querelle sur fond d'héritage serait donc au cœur de l'affaire. Pour les gendarmes, Loïc pourrait avoir un mobile.
éliminer sa sœur pour empêcher la vente de la maison et préserver la mémoire de leurs parents. Alors ils veulent l'interroger. Et le 14 septembre 2016, 9 jours après la disparition d'Estelle, les enquêteurs vont l'interpeller à son domicile. Au petit matin, dès 6h, donc on met en place une opération. Donc nous arrivons à Réfane, Loïc est présent. Il était dans son canapé en train de dormir. Et là, on lui notifie ses droits. Lorsqu'on lui dit qu'il est placé en garde à vue pour le meurtre de sa sœur, lui, il est sans réaction. Il est là, il clame même pas son innocence, il dit rien. Loïc est emmené directement en salle d'interrogatoire. Les gendarmes ont maintenant 48 heures pour le faire parler. Dans un premier temps, ils le confrontent à la déclaration de la voisine. Le ton serait-il monté plus qu'il n'a bien voulu l'avouer ce soir-là? Il va répéter ce qu'il a dit jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il est venu ce soir-là. Stéphane Boucher, journaliste, spécialiste des faits divers. Qu'il y a eu une sorte de dispute, qu'il a peut-être dit qu'il allait lui mettre sa main en travers de la figure. Mais en tout état de cause, il va déclarer qu'il est parti et que sa sœur était en bonne santé et qu'elle était toujours en compagnie de Nano ou Nanou. Problème, le fameux Nano reste introuvable. Les enquêteurs se demandent si leur suspect n'a pas inventé cette histoire pour brouiller les pistes. Mais Loïc ne capitule pas. Alors les gendarmes passent à la vitesse supérieure. Ils ont en main la preuve de son passage au péage, la nuit du crime. Et l'heure de son retour les intrigue. Dans sa première déclaration, Loïc Durand va nous expliquer qu'en fait, il est juste venu rendre les clés de sa sœur, qu'il s'explique avec elle et qu'il est reparti. Mais le problème, c'est que s'il dit être resté quelques minutes uniquement pour cette histoire de trousseau de clés, on devrait le voir repartir dès grand maximum 23 heures. Or, Loïc rentre bien plus tard dans la nuit, à 5 heures du matin. On lui dit, mais qu'avez-vous fait? Mais c'est pas possible, vous avez discuté pendant 5h30. Et là, il commence à à modifier ses déclarations. Il nous dit, non, j'ai discuté pendant 2 heures avec ma sœur, le ton est monté, il a fallu que je fasse un break. Donc je suis parti marcher. On voit que Loïc ne lâche rien. Il dit qu'il est innocent, qu'il n'a rien à voir avec la mort de sa sœur. Il dit, est-ce que vous me voyez démembrer le corps de ma propre sœur? Et donc ça paraît tellement inconcevable que pour les enquêteurs, c'est un petit peu l'impasse, parce qu'on n'arrive pas à le faire craquer. C'est une course contre la montre. Si Loïc campe sur sa version, les gendarmes risquent de voir le suspect leur échapper à la fin de la garde à vue. Et il ne leur reste plus que 12 heures pour le faire parler. Ils décident donc de changer de stratégie. Aussitôt, ils suspendent l'interrogatoire et demandent l'intervention en urgence de la brigade cynophile. En lui faisant sentir un vêtement de Loïc, le chien arrivera-t-il à détecter sa présence sur la scène de crime? C'est l'opération de la dernière chance. Nous avons l'idée de faire venir un chien renifleur, un chien piste, pour éventuellement voir si son odeur est présente, non pas à la maison de la Vallée, mais bien présente sur les lieux de la découverte d'ossements calcinés vers Saint-Hippolyte. Que le chien, avec la seule odeur de Loïc... Anne Glaudet, avocate des parties civiles. Il marque vraiment un arrêt à l'endroit où les ossements ont été posés, qui s'avéraient être les os d'Estelle. Et là, c'est un peu le coup de génie de cette enquête, quelque part, parce que là, on a quand même un début de scénario, à savoir que Loïc était avec sa sœur et qu'il l'a sans doute prise en charge dans sa voiture et qu'on retrouve son odeur à l'endroit précis de découverte des ossements d'Estelle. Il n'y a donc pas de doute. Loïc était présent sur la scène de crime. De retour à la brigade, les gendarmes en sont sûrs. Avec cette preuve accablante, ils tiennent leur suspect. Ils reprennent l'audition confiants. Mais Loïc a réponse à tout. Il nous dit, la mémoire lui revient.
Et oui, effectivement, après avoir passé la soirée avec Estelle, je me suis bien arrêté quelques kilomètres plus loin parce que j'avais envie d'uriner. Et ça nous paraît d'autant plus bizarre que l'endroit où il a déclaré s'est arrêté pour uriner Directeur d'enquête de la brigade de recherche de Saintes. est à 3 km de la maison de la vallée et qu'il aurait pu uriner avant de partir. Et là, on lui dit, mais attendez, ça fait quand même beaucoup. Le chien renie votre odeur près de cette découverte d'ossements calcinés de votre sœur. C'est délirant, ça n'a aucun sens. Il est ridicule à ce moment-là, il est ridicule. Loïc est catégorique, il est innocent. Mais avec son odeur identifiée près des ossements d'Estelle, le 15 septembre 2016, il est mis en examen pour meurtre. Pourtant, le dossier est loin d'être bouclé. Et Loïc Durand continue de nier. Alors, début juillet 2017, 10 mois après le meurtre d'Estelle, la juge d'instruction mise sur une nouvelle stratégie pour le faire craquer. Et là, la juge d'instruction va tenter un coup de poker en sortant Loïc de prison pour un simple transfert, et juste pour le ramener dans cette maison. Et je pense que, en tout cas c'est mon sentiment, que la juge d'instruction se disait que peut-être ça provoquerait un électrochoc. Donc on pénètre en comité restreint à l'intérieur de la maison. Adjudant-chef Monjou, commandant de brigade de Saint-Porcher. On lui fait voir toutes les pièces, d'abord du rez-de-chaussée. Et là, subitement, il demande à avoir un entretien avec son avocate. Loïc est perturbé. Il se retire quelques minutes. Et là, il ressort, il dit oui, c'est bien moi qui ai tué ma sœur. Il est extrêmement ému. Émilie Sanson, avocate de la défense. Il est en pleurs. Il voit des photos de ses parents. Il est en pleurs à l'évocation de ce qu'il a fait. Il y aura une sorte chez lui de déblocage, comme si le fait de revenir dans cette maison Joseph Agostini, psychologue. provoquait en lui une possibilité de se regarder en face, de se regarder dans le miroir de ce crime. Loïc paraît enfin décidé à livrer sa version de cette dernière soirée avec Estelle. Et voici ce qu'il raconte. Ils font le tour de la maison, ils ont une discussion donc, sur les petits mots, sur les objets. Le ton est fortement monté, il y a eu des insultes, des reproches faits par l'un et par l'autre. Et c'est là, en fait, où il dit... Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Là, d'un coup, ma sœur a été prise de furie. Et finalement, il a peur parce qu'il est un petit gabarit, lui. Sa sœur, c'est quand même une ancienne judoka, donc il en a peur. À ce moment-là, elle se met à être violente à son égard, elle se met à lui porter des coups. Donc, il se protège, espérant en fait tout simplement se défendre, puis partir. Mais la bagarre monte d'un cran. D'après Loïc, Estelle serait devenue incontrôlable. Et il dit, je la vois se précipiter vers un marteau qui se trouvait là. Il comprend que ça va vraiment dégénérer, que là, c'est plus les coups qu'il esquive, mais qu'elle va se servir du marteau à son encontre. Et là, il a peur. Et il dit, c'est presque comme un réflexe, je m'en suis emparé en premier. Elle tourne le dos à un moment donné. Francesca Sata, avocate des parties civiles. Et il semblerait qu'il lui assène un coup, un seul, c'est ce qu'il dit, sur la tête. Estelle s'effondre, et puis plus rien. Juste un filet de sang qui se répand sur le sol. Loïc en est sûr, sa sœur est morte. Il sort alors dans le jardin pour reprendre ses esprits. Le plus horrible dans cette affaire, finalement, c'est la suite du crime. C'est-à-dire comment un frère peut-il se débarrasser de telle façon du corps de sa sœur. Il dira à la juge, j'avais l'esprit embrouillé, j'étais pas claire. Loïc décide d'effacer toutes les traces de son crime. Il commence par traîner le corps de sa sœur dans le salon jusqu'à la véranda, pour la sortir ensuite dans le jardin. Et là,
au milieu du bac à sable, il dépose Estelle sur un tas de bois. Il va asperger le corps d'un mélange d'huile et d'essence qu'il trouve dans le garage de la maison. Stéphane Boucher, journaliste, spécialiste des faits divers. Et là, il va allumer un brasier en pleine nuit et le corps de sa sœur va commencer à se consumer assez lentement. Et pendant la crémation, lui, il nettoie parfaitement la maison. Mais 2 heures plus tard, la combustion n'est toujours pas terminée. Loïc décide alors d'éteindre le brasier. Et à ce moment-là, il prétend encore que le corps est entier et qu'il va l'enrouler dans une bâche. Il décrit qu'il la met dans le coffre. À ce moment-là, il explique qu'il est allé mettre le corps à l'endroit où justement les ossements d'Estelle ont été retrouvés. Il la met dans un fossé, en fait. Pas vraiment dissimulé d'ailleurs, il a dit plus ou moins sous des branchages. Et il repart. Il prend la route et il arrive chez lui vers 5h30 du matin. Il boit un café et se présente à 9h à son travail, comme d'habitude. Dans la maison de la vallée, à la fin de son récit, Loïc paraît dévasté. Il dit qu'il n'a jamais souhaité en arriver là. Pour lui, c'est juste une dispute qui a mal tourné. Il ne recherchait pas la mort. Émilie Sanson, avocate de la défense. Dès qu'il est passé aux aveux, il a toujours expliqué ça à la juge, que c'était un accident. Sauf qu'on ne le saura jamais parce que comme le corps a été disloqué et qu'on en a retrouvé quasiment rien sinon des cendres et des os, on ne pourra jamais vraiment savoir ce qui s'est passé. Après 10 mois d'une enquête difficile, Loïc est enfin passé aux aveux. Un soulagement pour les enquêteurs. Mais ils doivent maintenant annoncer la nouvelle à la famille. C'est bien lui le coupable. Et jusque-là, les proches d'Estelle préféraient ne pas y croire. On est au cœur d'une tragédie familiale. J'ai vraiment pas de mots, sentiment de colère. Vraiment un sentiment de colère parce que c'est quelque chose d'horrible, quoi. Faut vraiment être... Tom, fils unique d'Estelle. Être assez fou dans sa tête pour faire quelque chose comme ça, quoi. Faut surtout faire ça à sa sœur, faut vraiment être fou. Je ne sais pas si je pourrais un jour lui pardonner. Stéphane Durand, frère d'Estelle. Moi en fait, depuis que je suis rentré en Charente-Maritime, j'ai perdu tout le monde. La famille se sent trahie. Pendant des mois, Loïc leur a menti avec ce fameux nanou imaginaire. Alors les proches ne croient pas à sa version. Selon eux, il les manipule encore. Il n'aurait pas tué sa sœur par accident. Ils en sont convaincus. Loïc voulait punir Estelle parce qu'elle salissait la mémoire de leurs parents. Loïc Durand, il s'était convaincu de ce qu'elle déshonorait la famille. Anne Glaudet, avocate des parties civiles. Parce qu'il considérait qu'elle occupait de la maison d'une mauvaise manière, en amenant des gens qui finalement faisaient n'importe quoi dans cette maison. Elle n'avait pas le droit de vivre. C'est son chez lui, c'est sa maison, et sa maison ne doit pas être souillée. Et donc tout ce qui peut souiller sa maison doit disparaître. Comme on jette, je dirais, les ordures à la poubelle, c'est un peu ce qui a été fait avec sa sœur. Francesca Sata, avocate des parties civiles. Il l'a brûlée au même endroit qu'on brûle les déchets végétaux, et il s'est débarrassé de ses déchets humains, de la même façon que l'on se débarrasse de poubelles. C'est vraiment des années d'animosité qui, à mon sens, ont permis ce passage à l'acte. Loïc Durand a-t-il tué sa sœur intentionnellement ? Ou est-ce un accident ? Ce sera au jury de trancher. Le 12 octobre 2020, 4 ans après la mort d'Estelle, le procès s'ouvre à la cour d'assises de Saintes. C'est une nouvelle épreuve pour les proches, qui depuis les aveux n'ont pas revu Loïc. Quand je vois Loïc dans le box des accusés, Isabelle Durand, belle-sœur d'Estelle. J'ai des frissons, j'ai la chair de poule, ça me fait peur. J'ai un petit peu de mal à le regarder.
En fait, c'est comme si je voyais un étranger dans le... C'est plus quelqu'un de ma famille, quoi. Parce que c'est inconcevable qu'on puisse faire quelque chose comme ça dans une famille. Loïc Durand est jugé pour meurtre. Il encourt la perpétuité. Mais s'il convainc les jurés de l'accident mortel, il risque moins de 10 ans. Tout va donc se jouer autour de l'arme du crime, le fameux marteau avec lequel Loïc a tué Estelle. La maison à la Vallée est une maison très bien ordonnée, très bien rangée. Directeur d'enquête de la brigade de recherche de Saintes. Avec un grand atelier où tous les outils sont bien rangés au même endroit. En fait, ce qui est très très étrange dans la version de Loïc, c'est que lui, qui met des post-it dans toute la maison pour noter le moindre objet manquant ou le moindre objet déplacé. Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. Comment peut-il raconter que tout à coup, là, au milieu du salon, se trouve un marteau? Et c'est pas un marteau, c'est pas un petit marteau, c'est un gros marteau. Là, ce marteau, il n'a aucune raison d'être là. Donc on peut imaginer, à un moment donné, que Loïc, lui qui avait les clés du garage, s'en soit saisi à ce moment-là quand il rend visite à Estelle. Mais pour l'avocate de la défense, le marteau était de toute évidence déjà sur la table avant l'arrivée de Loïc. Car Estelle aurait menacé son frère au téléphone de fracturer toutes les portes qu'il avait fermées. Et elle lui avait dit au téléphone, le 5 au soir, écoute, moi je vais les ouvrir, j'ai pas besoin des clés, à la limite je vais les ouvrir par mes propres moyens. Je vais casser les serrures. C'est ce que Loïc comprend. Et donc, il y a une logique. Est-ce que ce marteau soit là aussi? Dans le box, l'accusé fait profil bas. Du bout des lèvres, gêné, il présente des excuses et il espère que la cour le croit sincère. Il a tué, dit-il, sa sœur accidentellement. Après 3 jours de débat, les jurés se retirent. Loïc les aura-t-il convaincus? Le 14 octobre 2020, le verdict tombe. Le jury rejette catégoriquement la thèse de l'accident et condamne Loïc Durand à 20 ans de réclusion criminelle pour meurtre. Une peine qui est loin de soulager la douleur de Tom. Je suis pas satisfait, de toute façon je le serai jamais. Que le verdict il a pris 20 ans, pour moi c'est pas assez. Je me réveille 10 fois par nuit, j'y pense toutes les nuits, ça m'a vraiment bousillé ma vie. Je suis tombé en dépression et heureusement que j'ai eu ma fille. Enfin, m'a vraiment sauvé la vie. Elle aurait pas été là, je sais pas ce que j'aurais fait. C'est un grand vide. Au jour d'aujourd'hui, enfin voilà, il n'y a pas une journée où je pense pas à elle. Et bon, ça, au final, je m'en sers un peu d'une force, c'est que souvent, je me dis... Émilie, meilleure amie d'Estelle. T'es vivante, donc t'as pas le droit de te plaindre. Parce qu'il y a ma tételle qui est là, à côté de moi, et elle serait là à me dire non, t'as pas le droit de baisser les bras. Le fils d'Estelle et Émilie, sa meilleure amie, continuent d'avancer. La fille de Tom a aujourd'hui 5 ans, et elle est sa raison de vivre. Mais pour toute la famille Durand, ce drame reste indélébile. Ça va nous marquer à vie parce que déjà Loïc, en faisant ce genre de choses, a détruit nos vies. On vivra jamais plus comme avant. Les fêtes de famille n'ont plus aucun sens à nos yeux. Elles n'ont plus lieu d'être puisqu'il n'y a plus de famille. Et comme dirait mon mari, il n'a même plus de frères. Donc ouais, c'est dur. À Estelle, si jamais elle peut m'entendre là où elle est, je m'excuse déjà, parce que j'ai pas peut-être géré comme il fallait. Étant l'aîné de la famille, j'aurais peut-être dû plus chapeauter ou je ne sais pas, prendre d'autres décisions. On était toujours contents de se voir et ça va nous manquer. Ça nous manque d'ailleurs. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée.
et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chroniques criminelles.